3 ans après mon divorce, j'ai trouvé mon ex-belle-mère en train de mendier à l'aise au marché. Je lui ai donné 15 500 € et je l'ai suivie secrètement jusqu'à chez elle. La scène dans sa cour m'a fait tomber à genoux et pleurer. 3 ans après mon divorce, je pensais que ma vie avait enfin retrouvé le calme. Pas un bonheur éblouissant, juste une vie calme et suffisamment paisible dans laquelle chaque matin, au réveil, mon cœur ne me faisait plus mal comme si quelqu'un le serrait. J'ai loué un petit appartement près du bureau. Je travaillais comme comptable pendant la journée, je cuisinais pour moi le soir, et le week-end je nettoyais la maison et me couchais tôt. Mes amis ont essayé de m'arranger plusieurs rendez-vous avec plusieurs hommes à plusieurs occasions, mais j'ai toujours refusé. Après mon mariage avec Alvaro, je n'avais plus le courage de commencer une nouvelle relation. Il y avait une blessure qui semblait guérie à l'extérieur, mais si quelqu'un la touchait accidentellement, elle faisait encore mal jusqu'à l'os à l'intérieur. Ce matin, comme tous les autres, je me suis levé tôt pour aller au marché, parce qu'il ne restait plus rien dans le réfrigérateur sauf quelques œufs. Le marché était bondé, le bruit des gens en train de marchander, le rugissement des motos se serrant les unes contre les autres, et le cliquetis des couteaux contre les planches à découper se combinaient en une mélodie familière d'un marché. Je choisissais des légumes quand j'ai entendu la voix rauque d'une vieille femme derrière moi. « Mademoiselle, pourriez-vous me donner quelque chose pour acheter du bouillon chaud ?» Ma main s'est arrêtée. Je ne sais pas pourquoi, mais cette simple phrase m'a donné un frisson dans le dos. La voix était si familière que mon cœur a commencé à battre fort. Niais l'entame. À quelques mètres de moi, une vieille femme était assise sur le sol en ciment à côté d'un étal de poissons. Ses cheveux blancs étaient ébouriffés, sa veste était usée et décolorée, et ses tomes cassés étaient attachés tant bien que mal avec un morceau de ficelle. Devant elle se trouvait un vieux chapeau de paille. À l'intérieur, il n'y avait que quelques billets froissés, mais ce qui m'a stupéfaite n'était pas son apparence pitoyable, mais son visage. Je me suis figé, comme si j'étais enraciné sur place. « Madame. » L'appel est sorti de ma bouche sans que je m'en rende compte. La vieille femme a sursauté et a levé les yeux. C'était elle, Carmen, mon ex-belle-mère, la femme qui s'asseyait autrefois avec arrogance au milieu du salon, pointant mon visage du doigt et criant « Une femme qui ne sait pas s'occuper d'un enfant. » Comment peut-elle encore faire partie de cette famille? Il y a 3 ans, c'était elle qui m'avait forcé à signer les papiers du divorce à peine un mois après avoir perdu mon fils. C'était aussi elle qui était restée là sans rien faire, me regardant partir de la maison avec une valise sous la pluie battante, sans dire un mot pour m'arrêter. Et maintenant, cette femme, qui avait toujours valorisé les apparences plus que sa propre vie, était assise en train de mendier au marché. Carmen m'a regardé pendant moins de 2 secondes puis, paniquée, a baissé la tête. Avec ses mains fines, elle a maladroitement couvert la moitié de son visage avec un vieux châle, comme si elle avait peur que quelqu'un la reconnaisse. À ce moment-là, mon cœur n'a pas ressenti la satisfaction que j'avais imaginée. Il n'y avait aucun sentiment de récolter ce que l'on sème, seulement un étrange serrement dans ma poitrine, comme si je voyais une partie de moi-même, de mon passé douloureux, agoniser devant moi. Je me suis approché. « Madame, comment en êtes-vous arrivée là ?» Carmen gardait toujours la tête baissée. Sa voix tremblait. « Vous vous trompez de personne. » J'ai froncé les sourcils. « Regardez-moi. Je suis Alba. » « Je ne vous connais pas », elle a parlé plus vite, presque en voulant mettre fin à la conversation sur le champ. Plus elle agissait ainsi, plus je sentais que quelque chose n'allait pas. Si ce n'était que la pauvreté, sa réaction ne serait pas si effrayée. Je l'ai observée plus attentivement et j'ai remarqué que ses mains tremblaient violemment. Ses yeux continuaient à regarder partout comme si elle avait peur que quelqu'un l'ait vue. Je me suis accroupi devant elle, baissant la voix. « Où est Alvaro? Où est Iné? Pourquoi la laissez-vous mendier ici ?» À la mention du nom de son fils, le visage de Carmen a pâli. Ses lèvres se sont scellées. Quelques instants plus tard, une seule phrase a échappé de ses lèvres. « Je ne suis plus sa mère. » J'étais stupéfaite. Avant que je puisse comprendre ce qu'elle voulait, quelqu'un est passé et a laissé tomber une pièce d'1 € dans son chapeau, secouant la tête. Pauvre vieille femme, obligée de mendier. Carmen a rapidement baissé la tête, me remerciant à plusieurs reprises. La scène m'a serré la gorge. La femme qui portait autrefois seulement des sacs à main de marque, qui allait partout en se vantant de son fils managé, devait maintenant baisser la tête pour me remercier pour une pièce. Je suis resté silencieuse un moment, puis j'ai soupiré profondément.
venez avec moi. Carmen a eu l'air surprise et a levé les yeux. Je ne vais nulle part. J'ai dit venez avec moi. Je n'ai pas besoin de votre pitié. Je l'ai regardé directement dans les yeux pour la première fois en 3 ans sans détourner le regard. Je ne vous plains pas, mais je ne peux pas non plus vous laisser assise ici. Les yeux de Carmen ont soudain rougi. Ses lèvres ont tremblé comme si elle voulait dire quelque chose, mais finalement elle s'est retenue. Je me suis baissé, j'ai ramassé son vieux chapeau et je lui ai tendu la main. Levez-vous. Elle a regardé ma main pendant longtemps avant de finalement y placer la sienne. Je ai pris la main de Carmen, l'aidant à se mettre debout. Elle était sèche, froide et fine. Ses os ressortaient clairement sous sa peau ridée. Même ce léger mouvement m'a effrayé. Son corps était aussi léger qu'un vieux vêtement qui pourrait s'envoler au moindre souffle de vent. Carmen n'était pas comme ça. C'était une femme dont les cheveux étaient toujours parfaitement coiffés, les vêtements repassés, le cou orné d'un collier en or. Et quand elle parlait aux voisins, sa bouche était toujours pleine de fierté pour son fils. Elle a rapidement retiré ma main, comme si elle avait peur que si je la regardais une seconde de plus, toute sa souffrance serait mise à nu. Je vous ai déjà dit que je n'avais pas besoin de votre aide, a-t-elle murmuré, fixant le sol du marché. Juste à ce moment-là, son estomac a grogné doucement. Le son était audible au milieu de l'agitation du marché, mais il a suffi à nous faire taire toutes les deux. Son visage a rougi de honte. Je n'ai plus rien dit. J'ai simplement pris son chapeau, j'ai glissé quelques billets dedans et je l'ai aidé à sortir du marché. Non loin de là, il y avait un petit bar de quartier. Avec un toit bas en tôle ondulée et des tables et chaises en plastique usées mais propres, j'ai choisi une table dans un coin un peu caché. J'ai commandé un bol de soupe au poulet fumante, avec un œuf et un verre de lait chaud. Carmen était assise en face de moi, les 2 mains posées sur ses genoux. Son dos était légèrement voûté. De temps en temps, elle jetait un coup d'œil vers la porte, craignant que quelqu'un ne passe et ne la reconnaisse. Son attitude vigilante m'inquiétait. Ce n'était pas l'attitude d'une pauvre personne, mais de quelqu'un en fuite. La soupe fumante a été servie. Carmen a regardé le bol. Sa gorge a bougé lentement. Je lui ai tendu la cuillère. Mangez pendant que c'est chaud. Elle n'a pas répondu. Elle a simplement baissé la tête et a commencé à manger. La première cuillerée, la deuxième, la troisième. Au début, elle essayait encore de maintenir sa contenance, mais ensuite elle a commencé à manger plus vite, presque désespérément, jusqu'à ce qu'elle tousse et que son visage devienne rouge. Je lui ai apporté un verre d'eau. Ma voix, sans que je m'en rende compte, s'est adoucie. Mangez lentement. Personne ne va le lui enlever. Dès que j'ai prononcé ces mots, la main de Carmen s'est arrêtée en l'air. Elle m'a regardé du coin de l'œil puis a baissé la tête. Ses yeux ont rougi. Peut-être qu'elle ne s'attendait pas à ce qu'après tout ce qui s'était passé, je puisse encore lui parler sur ce ton. Elle a pris le verre d'eau, en a bu une gorgée et a avalé comme si elle avalait toute la honte qui lui serrait la gorge. Vous n'avez pas à être gentil avec moi, a-t-elle dit d'une voix rauque. Je sais que je vous ai très maltraité dans le passé. Je suis restée silencieuse, non pas parce que j'étais sans voix, mais parce qu'une seule phrase d'elle avait ramené tout le passé. Dans les premiers jours, en tant que belle-fille d'Alvaro, j'avais sincèrement essayé d'être une bonne belle-fille. Je me levais tôt pour cuisiner, je rentrais du travail et je nettoyais la maison. Chaque fois que je recevais ma paie, je n'hésitais pas à acheter des cadeaux à mes beaux-parents. Je pensais que si j'étais patiente et polie, Carmen finirait par m'aimer. Cependant, certaines personnes n'ont pas besoin de raison pour vous détester. Carmen méprisait ma famille parce qu'elle n'était pas riche. Il se moquait de ma mère, qui n'avait qu'un étal au marché aux puces. Mon père était mort jeune, donc ma famille n'avait pas de figure masculine sur laquelle s'appuyer. Une fois, devant des parents lors d'une fête, elle a dit « Ma belle-fille est très travailleuse, oui, mais honnêtement, sa famille n'a rien dont se vanter. » J'ai écouté avec une boule dans la gorge, mais j'ai continué à débarrasser les assiettes la tête baissée. Je me suis convaincu que je vivais avec mon mari, pas avec les ragots des gens. Puis je suis tombée enceinte. Le jour où ils ont appris que j'attendais un garçon, toute la famille de mon mari a changé d'attitude. Carmen a commencé à m'acheter le meilleur jambon ibérique nourri au gland et du fromage manchego vieilli. Chaque jour elle me rappelait de prendre soin du futur héritier de la famille Ferré. Mais cette attention n'était pas pour moi, elle était pour le bébé dans mon ventre.
Je comprenais, mais je trouvais quand même du réconfort dans l'idée qu'au moins mon fils était aimé. Je l'ai surnommé Léo parce que chaque fois que je l'appelais, le bébé dans mon ventre donnait un petit coup doux, comme s'il répondait à l'appel de sa mère. La tragédie s'est produite quand j'entrais dans mon 7e mois de grossesse. Il pleuvait ce jour-là. Les escaliers de notre maison étaient glissants et mouillés. Je me souviens parfaitement que je portais un panier de linge sale en descendant quand j'ai glissé et suis tombé. Quand j'ai repris connaissance à l'hôpital, mon ventre semblait vide. Ma tête me faisait mal comme si elle allait se fendre. La première chose que j'ai demandé était où était mon fils. Alvaro a détourné le regard. Pendant ce temps, Carmen, debout près de la fenêtre, a dit froidement, « Il est parti. C'était votre destin de ne pas pouvoir vous occuper de lui, alors ne posez plus de questions. » Je pensais qu'il n'y avait pas de plus grande douleur que ce moment, mais j'avais tort. Pendant que j'étais encore allongé sur le lit d'hôpital, si faible que j'avais besoin de l'aide d'une infirmière pour m'asseoir, Carmen a placé les papiers du divorce devant moi. Elle l'a dit clairement, mot pour mot. Cette famille n'accueillera pas une femme qui apporte le malheur. Vous êtes encore jeune. Allez où vous voulez. Ne revenez pas dans cette maison. J'ai regardé Alvaro, attendant un mot de défense de sa part, mais il est resté silencieux. Ses yeux m'évitaient comme si j'étais un fardeau dont il devait se débarrasser immédiatement. Iné, sa sœur, était encore plus cruelle. Elle a croisé les bras et a dit, « Signez-le maintenant, belle-sœur, ce sera plus facile. » Que allez-vous faire ici? De toute façon, l'enfant n'est plus là. Si ma mère vous voit, elle ne fera que s'attrister davantage. Je me souviens d'avoir signé d'une main tremblante. Le trait de ma signature ce jour-là était si chaotique que même moi je ne l'ai pas reconnu. Je n'ai pas seulement signé des papiers de divorce. J'ai signé la fin de la confiance, de l'amour et du rêve d'être mère qui venait d'être brisé. J'ai quitté sa maison avec une petite valise. Personne ne m'a accompagné. Personne ne m'a demandé où j'allais. Sous la pluie cette nuit-là, je suis resté longtemps devant la maison de mes beaux-parents, serrant mon ventre désormais vide. Je me suis promis qu'à partir de ce moment je devais continuer à vivre, même si je ne savais pas pourquoi. 3 ans ont passé. J'ai essayé d'enterrer tout cela très profondément, mais aujourd'hui la personne qui m'avait chassé de cette maison était assise devant moi la tête baissée à côté d'un bol de soupe chaude, vieille, affamée et tremblante. J'ai regardé Carmen, mon cœur me faisait mal et se sentait froid en même temps. Je ne savais pas que le destin prévoyait que nous nous rencontrions dans ces circonstances. Mais une chose était certaine. Son apparition n'était pas une simple rencontre fortuite au marché. Quelque chose de très lourd pesait sur ses épaules, si lourd que même une femme prête à mourir pour les apparences devait baisser la tête pour mendier l'aumône. Carmen a terminé sa soupe, mais la façon dont elle a posé la cuillère était encore très prudente. Elle n'osait pas me regarder directement, elle a juste essuyé le coin de ses lèvres avec la manche de sa veste puis a ramené son vieux sac en tissu sur ses genoux. Voir ces mouvements rendait mon cœur encore plus lourd. Quelqu'un qui vivait autrefois dans une maison à 3 étages, qui donnait autrefois des ordres à n'importe qui, serrait maintenant à s'accuser contre elle comme si c'était tout ce qui lui restait. Je lui ai demandé un autre verre d'eau chaude. Elle a lentement secoué la tête. Ça suffit, je dois y aller. J'ai tenu sa main. Où vit-elle maintenant? Elle a été stupéfaite. Une question simple, mais l'expression sur son visage a changé immédiatement. Elle a regardé dehors du bar. Sa voix s'est estompée. Je vis temporairement quelque part. Ne posez plus de questions. Je l'ai fixé longtemps. Où est cet endroit? Où est la maison des Alvaro? Où est Iné? Pourquoi la laisse-t-il mendier comme ça? En entendant les noms des Alvaro et d'Iné, les mains de Carmen ont tremblé violemment. Le verre d'eau devant elle a vibré, presque renversé. Elle a rapidement retiré ses mains, les croisant étroitement. Ses ongles se sont enfoncés dans sa peau jusqu'à devenir blancs. Ne les mentionnez pas, a-t-elle dit d'une voix rauque. J'ai froncé les sourcils. Pourquoi pas? Après tout, vous êtes la mère des Alvaro. Il vous a toujours défendu. Pourquoi agit-il comme ça maintenant, et personne ne s'en soucie? Carmen a laissé échapper un petit rire, mais ce n'était pas un rire joyeux, c'était le rire amer de quelqu'un poussé à bout par sa propre chair et son sang. Elle a fixé le dessus de la table, ses yeux troubles perdus au loin. Je ne suis plus sa mère.
Cette phrase m'a donné un frisson dans le dos. J'avais entendu beaucoup de mots cruels de sa part, mais je ne l'avais jamais entendu parler de ses enfants avec un tel désespoir. J'allais poser plus de questions, mais Carmen s'est levée précipitamment. Peut-être avait-elle peur que je fouille. Le sac en tissu sur la chaise s'est déplacé brusquement, son contenu s'est renversé sur le carrelage. Je me suis baissé pour l'aider à le ramasser, mais ma main s'est arrêtée immédiatement. Sur le sol se trouvait une plaquette de paracétamol pour enfants, un petit carton de lait en poudre pour bébé de 1 à 3 ans, et une vieille voiture rouge jouée à laquelle manquait une roue. Mon cœur semblait s'arrêter. J'ai levé les yeux vers elle. Pour qui sont ces choses, Madame Carmen? Elle avait l'air d'avoir été prise en train de faire quelque chose d'interdit. Elle m'a arraché la plaquette des mains, a ramassé le carton de lait et la voiture jouet, les a remis dans le sac et l'a serré étroitement contre sa poitrine. Ce n'est rien. Quelqu'un me les a donnés. Je les garde juste. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Quelqu'un vous donne des médicaments et du lait en poudre pour bébé à garder. Elle a évité mon regard. Ses épaules tremblaient. S'il vous plaît, ne posez plus de questions. Les 2 mots, s'il vous plaît, qui sont sortis de la bouche de Carmen m'ont laissé sans voix. La femme qui m'avait autrefois fait m'agenouiller dans le salon pour demander pardon d'avoir renversé un bol de soupe. La femme qui avait autrefois dit « Elle ne mérite pas d'être mère », baissait maintenant la voix pour me supplier. Son attitude n'a fait que soulever une grande question dans ma tête. Quelqu'un si affamé qu'elle doit mendier pour de la soupe. Pourquoi porte-t-elle du lait en poudre pour bébé dans son sac? Quelqu'un qui n'a nulle part où vivre, pourquoi achèterait-elle du paracétamol pour un bébé et cette vieille voiture jouet? Pourquoi la garder s'il n'y a pas d'enfant autour? Je sentais que derrière ses vêtements en lambeaux et son apparence misérable, il y avait plus que la pauvreté. Il y avait un secret enterré profondément, et Carmen utilisait son dernier brin de force pour le cacher. Je ne l'ai pas forcé à répondre. J'ai sorti mon téléphone et ouvert l'application bancaire. En voyant cela, Carmen a agité les mains paniquées. Que allez-vous faire? Je lui ai demandé son numéro de compte. Elle continuait à secouer la tête. Ce n'est pas nécessaire. Je ne veux pas de votre argent. Je l'ai regardé. Ma voix s'est adoucie. Ne mendiez plus au marché. Malgré notre passé, je ne veux pas vous voir mourir de faim dans la rue. Ses lèvres se sont serrées, ses yeux ont rougi, mais elle a encore refusé. Je ne mérite pas votre aide. Que je le fasse ou non est mon affaire, ai-je dit fermement. Donnez-moi votre numéro de compte. Elle est restée silencieuse longtemps, peut-être à cause de la faim, de l'épuisement, ou parce qu'au fond de son cœur il y avait quelque chose de plus important que la fierté. Finalement, d'une voix tremblante, elle m'a dicté une série de numéros. J'ai transféré 1 500 €. Quand la notification de la transaction réussie est apparue, Carmen a fixé l'écran de mon téléphone comme si elle ne pouvait pas y croire, mais elle n'avait pas l'air heureuse ou soulagée, au contraire, des larmes ont soudain coulé. Des gouttes boueuses ont roulé sur ses joues creuses. Elle a serré son sac en tissu, murmurant très doucement, « Maintenant il a du lait. Il a des médicaments. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. » J'ai entendu chaque mot clairement. J'ai eu le vertige. J'ai immédiatement demandé, « Qui est-il » Carmen a sursauté comme si elle venait de se réveiller d'un rêve. Elle a rapidement essuyé ses larmes et a secoué la tête. Personne. Ne vous inquiétez pas. Je l'ai fixé. Vous venez de dire qu'il a du lait et des médicaments. De qui est cet enfant? Elle s'est levée précipitamment et a saisi son sac. Je dois y aller. Je me suis aussi levé. Vous n'avez toujours pas répondu. Elle a reculé d'un pas. Sa voix tremblait, mais elle était plus ferme. Alba, considérez cela comme une supplique. Vous m'avez déjà aidé, alors ne me suivez pas. Ne posez plus de questions. Les affaires de ma famille ne vous concernent plus. Après avoir dit cela, elle s'est retournée et est partie rapidement. Si rapidement, en fait, qu'elle ne semblait pas être la personne qui avait été affamée et faible quelques instants plus tôt. Je suis restée silencieuse dans le bar. Mes yeux ont suivi son dos voûté jusqu'à ce qu'elle disparaisse par la porte. J'avais un sentiment très fort dans mon cœur. Si je la laissais partir aujourd'hui, je pourrais ne jamais connaître la vérité derrière ce sac en tissu. J'ai laissé de l'argent sur la table, pris mon sac et suis sorti. Au milieu de l'agitation du marché,
j'ai vu Carmen serrer son sac étroitement et tourner dans une petite ruelle derrière les étals de poissons. J'ai pris une profonde inspiration et l'ai secrètement suivie. J'ai suivi Carmen à travers la ruelle étroite derrière le marché, gardant mes distances pour qu'elle ne remarque pas. La ruelle était étroite et humide. Des deux côtés se trouvaient des murs décolorés et moisis, et des fils électriques pendaient entremêlés comme des toiles d'araignée au-dessus de ma tête. L'odeur de poisson du marché flottait encore dans l'air, mélangée à l'odeur d'égout qui me retournait un peu l'estomac. Carmen marchait environ 20 mètres devant moi. Son dos était voûté, mais ses pas étaient étrangement rapides. Plus je la regardais, plus elle semblait étrange. La femme qui tremblait auparavant si fort qu'elle ne pouvait pas tenir une cuillère serrait maintenant son sac en tissu étroitement effilé à chaque coin avec agilité, comme si un minuscule retard pouvait causer quelque chose de terrible. De temps en temps elle regardait en arrière. Chaque fois qu'elle le faisait, je me cachais rapidement derrière un étal, un mur, où je faisais semblant de regarder mon téléphone. Mon cœur battait la chamade. Après avoir marché un moment, Carmen s'est arrêtée devant une petite pharmacie au coin. Je suis resté de l'autre côté de la rue, faisant semblant de choisir des bananes sur le chariot d'un vendeur de rue, mes yeux ne quittant jamais elle. À travers la vitre légèrement floue, je l'ai vu montrer la plaquette de médicaments au pharmacien en parlant précipitamment. Le pharmacien a secoué la tête, puis a pris une bouteille de sirop pour la toux et une boîte de paracétamol pour enfants et les a placés sur le comptoir. Carmen a ouvert son sac, a sorti quelques billets froissés et les a comptés plusieurs fois. Finalement, elle a sorti son téléphone, probablement en utilisant l'argent que je venais de transférer pour payer. En voyant cela, mon cœur était encore plus confus. Elle prenait vraiment soin d'un enfant, pas seulement en gardant les affaires de quelqu'un d'autre ou en les trouvant dans la rue, comme elle l'avait dit. Quelqu'un qui mourait de faim au point de mendier, mais dès qu'elle avait de l'argent, la première chose qu'elle faisait était d'acheter des médicaments pour un petit enfant. Qui était cet enfant? Le fils d'Iné, son neveu, ou un enfant qu'elle avait recueilli? Des centaines de questions tourbillonnaient dans ma tête, mais aucune ne pouvait calmer mon cœur battant. Après la pharmacie, Carmen a continué à marcher et s'est arrêtée devant un modeste bar au bord de la route. Elle n'a rien mangé, elle a juste acheté de la purée de pommes de terre et a demandé au propriétaire d'ajouter de l'eau chaude. Puis elle est entrée dans un petit magasin d'alimentation et a acheté une boîte de lait en poudre, le même genre que j'avais vu en ligne quand j'étais enceinte. Je me souviens parfaitement que j'avais même fait une liste des choses dont j'avais besoin pour mon fils, lait en poudre, couche, biberon, poussette. Avant, juste voir une paire de chaussettes pour bébé me faisait pleurer de joie, mais tout cela était enterré sous une phrase froide. Il est parti maintenant. Carmen serrait la nourriture pour bébé, la boîte de lait en poudre et le sac de médicaments contre sa poitrine comme s'ils étaient ses biens les plus précieux. J'ai continué à la suivre. Mes pas devenaient de plus en plus lourds. Mon sentiment grandissait. Ce n'était plus seulement de la curiosité, c'était comme si un fil invisible me tirait vers une vérité que je voulais et craignais de connaître à la fois. Finalement, elle a tourné dans une ruelle encore plus profonde. Cet endroit était très différent du marché animé dehors. Les maisons ici étaient petites et vieilles. Les grilles en fer étaient rouillées, et des flyers publicitaires déchirés étaient collés sur les murs. Après avoir passé plusieurs maisons, elle s'est arrêtée devant une maison basse, cachée sous un vieux magnolia. La cour était pleine de feuilles sèches. Plusieurs pots de fleurs cassées gisaient dans un coin, et la grille en bois était si détériorée que l'une des charnières s'était presque détachée. Je me suis caché dehors devant la grille. J'ai serré étroitement la sangle de mon sac. Juste au moment où Carmen a poussé la grille et est entrée dans la cour, une petite toux d'enfant est venue de l'intérieur de la maison très faible, très douce, mais clairement une voix d'enfant. Tout mon corps s'est figé. Carmen s'est précipitée à l'intérieur. Sa voix tremblait, mais elle était douce. Léo, grand-mère est de retour. Chérie, ne cours pas, laisse grand-mère entrer. En entendant ce nom, mon cœur semblait s'arrêter. Léo, impossible. C'était le surnom que j'avais donné à mon fils quand il était dans mon ventre. Peu de gens le savaient, juste moi, Alvaro et Carmen. Quand j'étais enceinte, chaque nuit je caressais mon ventre en disant « Léo de maman, dors bien ». Alvaro avait ri une fois, disant que le nom sonnait trop dur, mais pour moi je l'aimais. Je l'aimais parce que ses coups étaient aussi rapides et légers que ceux d'un petit lion courant dans mon ventre. De l'intérieur de la maison sombre, un garçon d'environ 3 ans est sorti en courant, titubant. Il était plus maigre que les autres enfants de son âge.
Ses cheveux étaient un peu blonds à cause de la malnutrition, et il portait des vêtements d'occasion trop grands pour lui. Il a serré les jambes de Carmen, levant les yeux. Sa voix était rauque à cause de la toux. « Grand-mère, j'ai faim. » Ces deux mots, « grand-mère », étaient comme un coup de marteau sur ma tête. Je me suis figé dehors devant la grille. Tous les sons autour de moi ont disparu. Je n'entendais plus les véhicules dehors, ni le murmure du vent à travers les feuilles du magnolia. Je n'entendais pas non plus clairement ce que Carmen disait au garçon pour le calmer. À ce moment-là, mes yeux ne voyaient que le visage de ce garçon, un petit visage pâle, mais son nez et son front ressemblaient tellement à ceux d'Alvaro que mon cœur me faisait mal. Et ses yeux noirs profonds, ils ressemblaient à une photo de ma famille dans une photo d'enfance que ma mère gardait. Carmen s'est assise, a ouvert le pot de nourriture pour bébé, a soufflé dedans et a nourri le garçon. Il mangeait avidement, mais toussait toutes les quelques cuillerées. Quand Carmen a remonté sa manche pour essuyer la sueur de son front, j'ai vu une petite tache de naissance en forme de grain de riz sur le poignet gauche du garçon. Le sang dans mon corps semblait se figer. La famille de ma mère a une tache de naissance comme ça. Ma mère là, je l'ai. Et quand j'étais enceinte, j'ai plaisanté une fois avec Alvaro, penses-tu que notre fils héritera de la tache de naissance de la famille de maman? J'ai reculé d'un pas, presque trébuchant sur une brique. Juste à ce moment-là, le garçon a bougé, et un collier en argent autour de son cou est sorti de sa chemise. Le petit pendentif était très rayé, mais je pouvais encore clairement voir une lettre gravée faiblement. C'était le collier que j'avais acheté quand il avait 6 mois. Je l'avais fait graver avec son surnom, prévoyant de le lui mettre lors de son baptême. Après qu'il m'ait dit que mon fils était mort, je l'ai cherché partout, mais je ne l'ai pas trouvé. Carmen à ce moment-là avait juste dit froidement, peut-être qu'une infirmière l'a laissé tomber accidentellement ou qu'il s'est perdu. Et j'y ai cru, idiote que j'étais, j'ai cru tout ce qu'elle disait. Mes jambes ont lâché, j'ai poussé la grille et suis entré. Le grincement de la grille a effrayé Carmen, qui s'est retournée. Quand elle m'a vu, son visage a pâli. La purée dans sa main a presque tombé. Le garçon s'est aussi tourné vers moi. Ses grands yeux m'ont regardé avec innocence et surprise. J'ai fait quelques pas de plus puis je n'ai plus pu me tenir debout. Mes genoux ont fléchi sur la cour couverte de feuilles sèches. Mes larmes ont coulé de manière incontrôlable. J'ai regardé l'enfant. J'ai regardé la tache de naissance sur sa main. J'ai regardé le collier en argent autour de son cou. Ma gorge s'est serrée si fort que je pouvais à peine respirer. Finalement, d'une voix tremblante, j'ai demandé. « C'est mon fils, n'est-ce pas ?» Carmen m'a regardé comme si elle voyait un fantôme. Son visage était pâle, ses lèvres tremblaient violemment. Elle s'est précipitée pour serrer l'enfant étroitement. Léo, qui tenait une cuillère en plastique, a aussi été effrayé par ma voix. Ses yeux noirs profonds ont regardé l'étrangère agenouillée dans la cour. Il s'est blotti contre sa grand-mère. Sa petite main s'est accrochée aux vêtements usés de sa grand-mère. J'ai rampé vers eux. Mes genoux me faisaient mal en touchant le sol, mais à ce moment-là je ne ressentais aucune douleur. Je fixais juste l'enfant, le collier en argent, la tache de naissance sur sa main. Tout mon corps tremblait. « Mon fils n'est pas mort cette année-là, n'est-ce pas ?» ai-je demandé, ma voix se brisant. « Qu'avez-vous fait à mon fils ?» Carmen a reculé, serrant l'enfant plus fort. « Alba, calmez-vous d'abord. » J'ai éclaté de rire. Les larmes continuaient à couler. « Calmez-vous, madame. » Il me demande de me calmer. Comment ? Pendant 3 ans j'ai vécu comme une morte vivante, pensant que mon fils n'existait pas. Pendant 3 ans je me suis blâmé. J'ai rêvé chaque nuit que j'entendais mon fils pleurer. Et maintenant mon fils est debout devant moi et vous me demandez de me calmer. Léo a eu peur et a commencé à pleurer. Ses pleurs étaient comme un couteau coupant mon cœur. J'ai arrêté de parler immédiatement, essayant d'avaler la serrure dans ma poitrine. Cet enfant n'était pas à blâmer. Il était trop jeune pour comprendre pourquoi les adultes souffraient autant. J'ai tendu la main, mais je n'osais toujours pas le toucher. J'avais peur de l'effrayer. D'une voix tremblante, j'ai murmuré, « Léo, ton nom est Léo, n'est-ce pas ?» Le garçon m'a regardé. Des larmes brillaient encore dans ses yeux. Il s'est tourné vers Carmen, comme pour demander s'il pouvait répondre. Carmen a baissé la tête.
Ses larmes sont tombées sur les fins cheveux de l'enfant. Pour la première fois depuis des années je l'ai vu pleurer pour de vrai. Pas un cri pour blâmer ou forcer, mais un cri de culpabilité si lourde qu'elle était insupportable. Soudain, Carmen s'est agenouillée devant moi. Une main serrait toujours Léo, l'autre s'accrochait à la terre poussiéreuse. « C'est votre fils » a-t-elle dit, étouffée par les sanglots. « C'est votre fils et celui des Alvaro. Il n'est pas mort cette année-là. » Mes oreilles bourdonnaient, bien que mon cœur le soupçonnait déjà, entendre la confession directement d'elle a fait s'effondrer mon monde. J'ai mis la main sur ma poitrine, haletante. Ma bouche continuait à le répéter encore et encore comme une folle. Il n'est pas mort. Mon fils n'est pas mort. Carmen sanglotait. Quand vous êtes tombé dans les escaliers, vous avez accouché prématurément. L'enfant était très faible. Il a dû être en incubateur. Le médecin a dit que s'il était bien soigné, il y avait encore de l'espoir pour sa vie. Mais à ce moment-là, Alvaro voulait déjà divorcer de vous. J'ai levé les yeux. Alvaro voulait déjà divorcer de moi avant. Carmen a fermé les yeux. Des larmes ont coulé sur les rides de son visage. Il était déjà en relation avec Laura. Cette femme ne voulait pas que Alvaro reste lié à son ex-femme, surtout si vous utilisiez l'enfant pour le garder. J'ai écouté chaque mot et mon sang semblait bouillir. Laura, j'avais vaguement entendu ce nom après notre divorce. Les gens disaient que Alvaro s'était remarié rapidement. À ce moment-là j'étais trop blessé pour m'en soucier. Je pensais que si un homme n'était plus fidèle, c'était comme si j'étais morte une fois et revenue à la vie. Mais je n'avais jamais imaginé que derrière ce divorce il y avait un plan ourdi pendant que j'étais allongé sur un lit d'hôpital. Carmen a continué d'une voix brisée. Alvaro et Iné craignaient que si vous saviez que l'enfant était encore en vie, vous ne voudriez pas signer les papiers du divorce. Ils ont dit, laissez-la croire que l'enfant est mort. Comme ça elle le laissera partir d'elle-même. J'étais stupide à cette époque aussi. Je pensais qu'un petit-fils était du sang de notre famille, donc il devrait être élevé par la famille du père. Je pensais aussi que vous étiez faible, que votre famille était pauvre, que vous ne pourriez pas vous occuper d'un enfant malade. Elle s'est giflée fort. J'ai été très mauvaise, Alba. J'ai été très mauvaise. Je ne l'ai pas arrêté. La colère en moi était si grande que ma gorge semblait rigide. Je me suis souvenu de ce jour. Je me suis souvenu comment Alvaro évitait mon regard. Je me suis souvenu d'Iné me pressant de signer les papiers. Je me suis souvenu de Carmen disant froidement que mon fils n'était plus là. Chaque fragment de souvenir, déjà douloureux, est soudain devenu un couteau tranchant qui me poignardait à nouveau. Il s'avère que ce n'était pas le destin qui m'avait enlevé mon fils. C'étaient les personnes que j'appelais autrefois Marie, belle-mère et belle-sœur qui m'avaient arraché mon fils des bras. Et ensuite quoi? Ai-je demandé. Ma voix était si froide qu'elle sonnait étrange même pour moi. Si vous m'avez pris mon fils pour garder mon petit-fils, pourquoi vit-il maintenant dans cette maison délabrée? Pourquoi est-il malade et ne le traite-t-il pas? Pourquoi doit-il mendier l'aumône? Carmen a baissé la tête encore plus. Au début nous l'avons ramené à la maison, mais il était faible et tombait souvent malade. Les médicaments étaient chers. L'entreprise des Alvaro a fait faillite. Ses dettes se sont accumulées. Laura le détestait ouvertement. Elle disait que l'enfant était une épine dans son pied. Votre ombre qui restait encore dans la maison. Carmen s'est étouffée et a continué. Iné a même suggéré de l'emmener dans un orphelinat pour éviter les problèmes. Elle a dit, à quoi bon s'occuper d'un enfant malade? Vous ne savez même pas s'il vivra. C'est juste jeter de l'argent par les fenêtres. J'ai regardé mon fils. Mon cœur me faisait mal comme s'il était serré. L'enfant qui aurait dû être tenu par sa mère, élevé avec amour, était considéré comme un fardeau par son propre père et sa tante. J'ai couvert ma bouche, étouffant un sanglot. Carmen a continué. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que j'avais fait une erreur. Je l'ai pris à sa mère, et ensuite je n'ai pas pu le protéger. Une nuit j'ai entendu Alvaro dire à Laura que si personne ne voulait l'adopter, elle devrait emmener l'enfant loin, l'important était qu'il ne revienne jamais. J'ai eu si peur que je l'ai pris cette nuit-là même. Elle a essuyé ses larmes avec le dos de sa main tremblante. C'était il y a plus d'1 an. Je n'ai pas osé utiliser ma véritable identité. Je n'ai pas osé retourner dans mon village.
Je n'ai pas osé aller dans un grand hôpital. J'avais peur qu'ils me trouvent et le reprennent. J'ai regardé la vieille maison, la purée froide et le sac de médicaments sur le porche. Soudain, tout semblait incroyablement douloureux. Carmen avait fait une erreur qui ne pouvait pas être facilement pardonnée, mais à ce moment-là, au moins, elle avait utilisé le reste de sa vie brisée pour garder mon fils en vie. Je ne savais pas si je devais d'abord la haïr ou la remercier. Les deux sentiments se battaient en moi. Je me suis tourné vers Léo, essayant de rendre ma voix aussi douce que possible. Léo, viens avec tante un moment. Peux-tu? Le garçon a regardé Carmen. Carmen a hoché la tête, tremblante. Il a marché lentement vers moi. Ses petites jambes fines me donnaient envie de pleurer. Quand il a été proche, je me suis agenouillé et j'ai touché sa joue très doucement. Sa peau était chaude de fièvre. Je ne pouvais plus le supporter. Je l'ai tiré dans mes bras. L'odeur de sueur enfantine, de médicaments et de lait aigre sur ses vêtements a rempli mes narines. Je l'ai serré étroitement. Des larmes ont mouillé son épaule. Au début, Léo était raide, confus. Mais ensuite, très lentement, il a mis sa petite main sur mon épaule. Ce seul geste a suffi à briser mon cœur en 1000 morceaux. J'ai levé les yeux vers Carmen. Ma voix tremblait, mais chaque mot était clair et froid. À partir d'aujourd'hui, personne ne cachera plus mon fils. Personne ne décidera plus pour lui. Et je ferai payer les personnes qui me l'ont pris. Je pensais avoir perdu mon fils il y a 3 ans. Je n'avais jamais imaginé que ceux qui me l'avaient pris étaient les mêmes personnes que j'appelais autrefois famille. J'ai serré Léo étroitement. Si étroitement, en quelque sorte, que mes bras semblaient engourdis, mais je n'osais toujours pas le lâcher. Il était si fragile. Son corps était chaud de fièvre. Sa respiration était lourde, comme si quelque chose obstruait sa poitrine. J'ai posé ma joue contre ses fins cheveux, pleurant en me promettant. Même si le ciel tombait, ce soir je devais le sortir de cette maison. Madame, j'ai préparé quelques affaires de Léo. Je l'emmène tout de suite, ai-je dit, essayant de garder ma voix calme. Carmen, qui était assise par terre, a sursauté et a levé les yeux. Non, Alba, ne partez pas, je me suis retourné et les regardé. Pourquoi pas? J'ai trouvé mon fils. Voulez-vous encore le cacher ici? Combien de temps? Elle a secoué la tête. Ses mains tremblantes serraient ses vêtements. Ce n'est pas que je veuille le cacher plus longtemps, mais Alvaro est dangereux. S'il découvre que vous avez trouvé Léo, il ne restera pas les bras croisés. J'ai ri froidement. Quel droit a-t-il? Il m'a menti, en disant que mon fils était mort. Il m'a volé mon fils pendant 3 ans. Maintenant je le prends. Qui ose m'arrêter? Carmen a fixé la grille, son visage un masque de pure terreur. Vous ne savez pas comment il est maintenant. Ce n'est plus le même Alvaro qu'avant. Il a beaucoup de dettes. Il est violent. Ses amis ne sont pas de bonnes personnes. S'il découvre que Léo est ici, je n'avais pas fini de parler quand le bruit d'une moto est venu de l'extrémité de la ruelle. La voiture a freiné brusquement, suivi d'un cri d'homme qui a résonné dans la cour. Vieille femme, ouvre la porte. Le visage de Carmen est devenu blanc comme de la cire. Elle a claqué le bol de purée sur le porche, le brisant sur le sol. La purée blanche s'est répandue parmi les feuilles sèches. Elle a bégayé. Il est ici. Instinctivement, j'ai serré Léo plus fort. Le garçon a aussi été effrayé par le cri. Il a enroulé ses bras autour de mon cou. Son corps tremblait. Je pouvais sentir sa peur, si familière, comme s'il avait souvent entendu cette voix dans ses cauchemars. La grille en bois a été ouverte d'un coup de pied avec un grand bruit. Alvaro est entré en premier. Sa chemise était débraillée. Son visage montrait une colère à peine contenue. Derrière lui se trouvait Iné, mon ex-belle-sœur, avec son attitude arrogante habituelle, seulement maintenant son visage était plus froid et plus calculateur. Derrière eux se trouvaient 2 hommes tatoués. L'un tenait une cigarette allumée. L'autre regardait autour de la maison. Quand Iné m'a vu, ses yeux se sont élargis, et elle m'a pointé du doigt. Toi, fantôme pathétique. Tu as suivi ma mère jusqu'ici? Je l'ai fusillé du regard. Toute la haine des 3 dernières années est montée dans ma gorge. Mais avant que je puisse répondre,
Alvaro a regardé l'enfant dans mes bras. Il est resté silencieux un moment. Ses yeux ont montré de la surprise, puis sont rapidement devenus froids. « Donnez-moi cet enfant. » Juste ces quelques mots ont fait mal à mon cœur. Aucune explication, aucune excuse, pas le moindre remords devant la femme qui l'avait autrefois trompé en lui faisant perdre son fils. J'ai serré Léo plus fort. Mes mots sont sortis tremblants, mais clairs. Vous avez dit que mon fils était mort. Vous êtes des menteurs. Vous m'avez trompé pendant 3 ans. Alvaro a souri avec dédain. Ne faites pas une si grande affaire. Qui il vit avec n'a pas d'importance. Ce qui compte c'est que vous n'avez pas le droit d'être sa mère. J'étais stupéfaite. Qu'avez-vous dit? Il a fait un pas en avant. Sa voix était menaçante. Il y a 3 ans, vous avez vous-même signé le document renonçant à la garde, et maintenant vous voulez redevenir une bonne mère? Trop tard, Alba. Je me suis figé. Je n'ai jamais signé un document comme ça. Iné a ri cyniquement. Elle a sorti une pile de photocopies de son sac et les a jetées vers moi. Les papiers se sont éparpillés dans la cour. Je me suis baissé pour les regarder. J'ai senti un froid glacial parcourir mon corps. Sur ces papiers se trouvait une déclaration de renonciation à la garde d'un enfant. En dessous se trouvait ma signature. Le trait était chaotique et tremblant, exactement comme ma signature sur les papiers du divorce. Soudain, je me suis souvenu d'être allongé à l'hôpital. Mon esprit était embrumé par les médicaments. Iné m'avait passé les papiers, insistant, signé, belle-sœur. C'est seulement pour les procédures de l'hôpital. Signez vite pour qu'on en finisse. Il s'avère que pendant que j'étais dans une telle douleur que je ne savais pas si j'étais vivante ou morte, il m'avait tendu un piège. J'ai levé les yeux. Ma vision était floue de colère. Vous n'êtes pas humain. Alvaro a perdu patience. Il s'est tourné vers les 2 hommes derrière lui, menant l'enfant à la voiture. L'un des hommes tatoués a fait un pas en avant. Sa main rude s'est tendue vers Léo. Le garçon a crié de peur, serrant mon cou étroitement. Maman, ne me laisse pas, maman, ces 2 premiers mots, maman, ont fait que mon esprit s'est vidé. Je ne pouvais plus penser à rien d'autre. Quand l'homme s'est approché, j'ai saisi une chaise en bois qui était près du porche et, de toutes mes forces, je l'ai frappé sur son bras. Il a crié de douleur et a reculé. Iné a hurlé. Espèce de femme folle, comment oses-tu frapper les gens? J'ai serré mon fils et reculé vers la porte. Mes yeux étaient fixés sur Alvaro. Celui qui touche mon fils aura affaire à moi. Juste au moment où l'autre homme avançait, Carmen s'est soudain interposée devant moi. Son corps fin tremblait, mais sa voix était rauque et forte. Si vous osez le toucher à nouveau, je mourrai ici même, devant cette maison. Alvaro l'a fusillé du regard. Tu es devenue folle, maman. Tu oublies qui s'est occupé de toi tout ce temps. Carmen pleurait, mais elle tendait toujours les bras. Je t'ai donné naissance, mais je n'ai pas donné naissance à un démon comme toi. Cet enfant appartient à Alba, rends-le à sa mère. Le visage d'Alvaro est devenu rouge de colère. Sans hésitation, il a fait un pas en avant et a giflé sa mère fort. Carmen est tombée par terre, se cognant la tête contre le coin du porche. Du sang a jailli. Léo a crié. Pendant ce temps, je suis resté figé, serrant mon fils et regardant l'homme qui avait autrefois été mon mari avec un regard que même moi je trouvais froid. À ce moment-là, j'ai réalisé une chose. Alvaro n'était pas seulement infidèle. Il n'était pas seulement avide, il n'était pas seulement un lâche. L'homme devant moi avait perdu toute humanité. Juste au moment où Carmen est tombée, Léo dans mes bras a commencé à tousser violemment. Au début, c'était une toux sèche, mais elle est rapidement devenue une toux prolongée jusqu'à ce que tout son corps convulse. Je lui ai tapoté le dos, appelant son nom encore et encore. Léo, qu'est-ce qui ne va pas, mon chéri? Regarde-moi. Le garçon a essayé de lever les yeux. Ses lèvres sont devenues bleues, ses yeux vitreux, comme s'il ne me reconnaissait plus. J'ai paniqué. Alvaro devant moi criait toujours pour que je lui donne l'enfant. Iné continuait à m'insulter, mais tous ses sons semblaient lointains. Tout ce que je voyais était le visage pâle de Léo. Il a ouvert la bouche, haletant pour respirer. Sa petite main a serré mes vêtements puis s'est lentement relâchée.
Sa tête s'est affaissée sur mon épaule. Léo! Mon cri a déchiré le silence de la cour. Je l'ai pris dans mes bras et ai couru vers la clôture, incapable de penser à autre chose. Alvaro a essayé de me saisir le bras, mais je l'ai arraché, criant comme une folle. Lâchez-moi. Votre fils est en train de mourir. Que voulez-vous lui prendre d'autre? Il est resté silencieux un moment, mais ses yeux ne montraient pas la tristesse d'un père, seulement de l'irritation, comme si l'évanouissement du garçon avait ruiné ses plans. J'ai pris Léo et ai couru jusqu'à l'extrémité de la ruelle. Mes mains tremblaient en appuyant sur le bouton pour commander un taxi sur l'application. Heureusement, un taxi venait de déposer un passager à proximité. J'ai ouvert la porte immédiatement. Ma voix était rauque. Monsieur, à l'hôpital le plus proche. Vite, s'il vous plaît. Mon fils s'est évanoui. Le chauffeur de taxi a vu le visage pâle de mon fils et a appuyé sur l'accélérateur. À travers le rétroviseur, j'ai vu Carmen courir, titubant, une main sur sa tête ensanglantée. J'ai rapidement ouvert la porte et l'ai tiré à l'intérieur. Pendant ce temps, Alvaro est resté derrière. Son visage était sombre, son téléphone pressé contre son oreille comme s'il était en appel avec quelqu'un. Tout le long du chemin jusqu'à l'hôpital, j'ai serré Léo, appelant son nom. Léo, tu m'entends? C'est maman. Ne t'endors pas, mon chéri. S'il te plaît, ne t'endors pas. Carmen, à côté de moi, pleurait silencieusement. Ses mains priaient constamment. Je n'avais jamais senti un trajet si long. Chaque seconde semblait un couteau coupant mon cœur. Quand nous sommes arrivés à l'hôpital, j'ai pris mon fils dans mes bras et ai couru aux urgences. Les médecins l'ont immédiatement mis sur un brancard et l'ont emmené à l'intérieur. J'ai couru après eux jusqu'à la porte, mais une infirmière m'a arrêté. La famille doit attendre dehors. J'ai saisi son bras, presque suppliante. S'il vous plaît, sauvez mon fils. Il n'a que 3 ans. S'il vous plaît, sauvez-le. L'infirmière m'a regardé avec une expression douce mais ferme. Madame, calmez-vous. Nous ferons tout notre possible. La porte des urgences s'est refermée derrière moi. Je suis resté figé un moment, puis me suis effondré sur une chaise. Toute mon énergie semblait disparaître. Carmen était debout à côté de moi. Le sang de sa tête avait déjà séché, mais elle s'en fichait. Elle continuait à fixer la porte. Ses lèvres murmuraient le nom de son petit-fils. Environ une demi-heure plus tard, un médecin est sorti. J'ai sauté. Docteur, comment va mon fils? Le docteur a enlevé son masque. Sa voix était sérieuse. Il y a des indications de maladie cardiaque congénitale. Son rythme cardiaque est anormal, et ses poumons sont également faibles à cause d'une infection prolongée. Dans cet état, il a besoin de plus d'examens, et il est très probable qu'il ait besoin d'une chirurgie immédiatement. J'ai écouté, l'esprit vide. Maladie cardiaque congénitale. Pourquoi? Pourquoi n'avait-il pas été traité avant? Le docteur m'a regardé bizarrement. Cette maladie n'est pas nouvelle. S'il avait été examiné enfant, il aurait sûrement été traité. La famille ne savait pas, je me suis tourné vers Carmen. Elle a baissé la tête, ses épaules tremblant. J'ai serré les poings si fort que mes ongles se sont enfoncés dans mes paumes. Madame, dites-moi, pourquoi mon fils est-il si malade, et pourquoi n'a-t-il pas été traité? Carmen a pleuré. Je l'ai emmené dans une petite clinique plusieurs fois. Ils ont dit qu'il devait être référé à un grand hôpital, qu'il avait besoin de beaucoup d'examens, qu'il pourrait devoir opérer, mais je n'avais pas l'argent. Je l'ai regardé, une boule se formant dans ma gorge. Et Alvaro, c'est son père. Carmen a laissé échapper un rire amer. Des larmes ont coulé sur son visage. Elle a dit, à quoi bon le traiter? C'est juste jeter de l'argent par les fenêtres. Elle a dit, même s'il vit, ça ne fera que coûter de l'argent. J'ai reculé d'un pas comme si j'avais mal entendu. Qu'avez-vous dit, madame? Carmen a couvert son visage, sanglotant. Elle l'a vraiment dit. Elle a dit que l'enfant était faible, que s'en occuper même une journée était un gaspillage d'argent. Si ce n'était pas parce qu'elle s'est soudain arrêtée comme si elle avait laissé échapper quelque chose. Je l'ai fixé, parce que quoi? Carmen a évité mon regard, mais cette fois je ne l'ai pas laissé. J'ai saisi ses épaules fermement.
Ma voix est devenue froide. Vous êtes allé si loin. Dites-nous tout. Alvaro n'a pas gardé mon fils par amour, n'est-ce pas? Tremblante, elle a levé les yeux. Après un moment, elle a finalement parlé. Les mots semblaient coincés dans sa gorge. Avant la mort du père d'Alvaro, il a laissé une somme d'argent et la grande maison pour le premier petit-fils de notre famille. Le total est presque 2 millions d'euros. Je me suis figé. Carmen a continué d'une voix hésitante. Dans son testament il est écrit clairement, l'enfant doit vivre jusqu'à l'âge de 5 ans. Seulement alors le tuteur légal pourra traiter les documents pour recevoir l'héritage en son nom. Léo n'a que 3 ans, il reste encore 2 ans. J'ai senti un frisson parcourir ma colonne vertébrale. Les pièces du puzzle dans ma tête ont commencé à se mettre cruellement en place. Alvaro n'a pas gardé mon fils par amour paternel. Il le gardait comme s'il tenait un billet de loterie, attendant le tirage. J'ai demandé d'une voix que je reconnaissais à peine, alors il ne voulait pas abandonner l'enfant, mais il ne voulait pas non plus s'en occuper. Carmen a hoché la tête. Les larmes continuaient à couler. Iné lui a dit plusieurs fois de le laisser dans un orphelinat pour éviter les problèmes, mais Alvaro a refusé. Il a dit qu'il avait encore besoin que l'enfant vive 2 ans de plus. Carmen sanglotait. J'ai une fois entendu lui dire à Laura dans le salon, « Sois patiente et occupe-toi de lui encore 2 ans. Quand nous aurons la maison et l'argent, nous pourrons le jeter où nous voulons. » J'ai senti ma vision se brouiller. J'ai serré les poings si fort qu'ils saignaient sans que je m'en rende compte. Je pensais que Alvaro était cruel pour m'avoir trahi, pour avoir caché mon fils, mais seulement maintenant je comprenais que sa cruauté n'avait pas de limite. Il ne considérait pas Léo comme un fils. Il le considérait comme un actif qui n'avait pas encore expiré. La porte des urgences s'est ouverte. Une infirmière a sorti le brancard de Léo. Il avait une petite canule à oxygène sur le visage. Elle a dit en silence. Son visage était pâle. Ses cils étaient mouillés de larmes qui n'avaient pas encore séché. Je me suis approché, touchant sa petite main froide. Mes larmes sont tombées sur le dos de sa main chaude. Je me suis penché et murmuré, « Pardonne-moi, maman, mon chéri. » Maman est arrivée tard. Mais après cette excuse, mon cœur n'était plus seulement rempli de douleur. Quelque chose d'autre brûlait, plus chaud et plus tranchant que tout le reste. Pour la première fois de ma vie, je voulais vraiment que quelqu'un paie pour ses erreurs jusqu'au bout, non pas pour me venger moi-même, mais parce qu'ils avaient osé transformer mon propre enfant en un outil pour gagner de l'argent. Ce soir-là l'hôpital était si calme que je pouvais entendre le bip rythmique des machines médicales au chevet de Léo. Il avait été transféré dans une chambre d'observation. Une ligne de perfusion était encore dans sa main, une petite canule à oxygène dans son nez. Il ne dormait pas bien. De temps en temps il fronçait les sourcils. Sa petite main se serrait comme s'il avait peur de quelque chose dans ses rêves. J'étais assise à côté de lui, une main tenant la sienne, l'autre sur ma poitrine pour me rappeler de rester calme. Carmen était assise sur une chaise près de la fenêtre. Sa blessure à la tête était déjà bandée, mais son visage était encore pâle. Depuis que je lui avais demandé pourquoi Alvaro gardait Léo pour l'héritage, elle avait à peine parlé. Peut-être qu'elle-même ne pouvait pas accepter la réalité que le fils qu'elle avait autrefois défendu à mort était devenu quelqu'un qui pouvait calculer la valeur de son propre sang comme s'il s'agissait d'une marchandise. Vers 23 heures, la porte de la chambre s'est lentement ouverte. J'ai immédiatement levé les yeux. Une femme est entrée portant un chapeau et un masque qui couvrait presque tout son visage. Sa silhouette a pressé ma poitrine. Juste d'après ses yeux et le sac qu'elle portait, je l'ai reconnue immédiatement. Laura, la femme qui avait volé mon mariage et qui était maintenant la nouvelle épouse d'Alvaro. Je me suis levé, couvrant Léo avec la couverture. Ma voix était froide. « Que faites-vous ici ? Alvaro vous a-t-il envoyé pour me prendre mon fils ?» Laura s'est arrêtée dans l'embrasure de la porte, m'a regardé, puis l'enfant dans le lit. Ses yeux derrière le masque semblaient rouges et fatigués, très différents de l'image arrogante que j'avais imaginée. Carmen s'est aussi levée, son visage a changé. « Comment osez-vous venir ici ?» Mais ce qui s'est passé ensuite a laissé Carmen et moi stupéfaites. Laura a enlevé son masque et s'est soudain agenouillée sur le sol de la chambre. Ses mains tremblantes serraient son sac. Des larmes ont coulé sur son visage. « Madame Alba, s'il vous plaît sauvez-moi et mon fils. Je n'en peux plus. » Je suis restée silencieuse,
ni allant l'aider à se lever ni répondant immédiatement. Debout devant moi se trouvait la personne qui avait détruit ma famille, mais elle ressemblait maintenant plus à un animal acculé. J'ai ri amèrement. Ma voix était rauque d'épuisement. Sauvez-vous. Savez-vous qui avait besoin d'être sauvé en premier? Moi et mon fils. Où étiez-vous alors? Laura a baissé la tête. Ses épaules tremblaient. Je sais, madame. Je sais que je ne mérite pas de supplier, mais maintenant, à part vous, je ne sais pas vers qui d'autre me tourner. Puis elle a remonté ses manches. Dans la lumière froide et blanche de l'hôpital, j'ai vu les bleus sur ses bras, certains jaunis, d'autres encore bleu-noir, s'étendant du poignet au coude. Carmen a couvert sa bouche de la main. Mon Dieu. Laura a laissé échapper un rire triste. Vous êtes surprise, madame. Votre fils me bat comme si ce n'était rien. S'il boit, il me bat. S'il perd au jeu, il me bat. S'il a besoin d'argent, il me bat aussi. Une fois j'avais de la fièvre. Même ainsi, il m'a traîné par les cheveux sur le sol, juste parce que je ne voulais pas lui donner ma carte de crédit. La chambre est devenue silencieuse. J'ai regardé les bleus. Mon cœur n'a pas immédiatement ressenti de pitié, mais je ne pouvais pas non plus faire semblant de ne pas les voir. Laura a raconté qu'après leur mariage, Alvaro a progressivement révélé sa vraie nature. Au début, il la choyait encore, lui promettant un statut, une maison et de l'argent, mais seulement quelques mois plus tard, son entreprise s'est effondrée. Il a commencé à jouer. Les anciennes dettes n'étaient pas payées, et il en ajoutait de nouvelles. Les collecteurs de dettes venaient à la maison, la menaçaient par message, l'interceptaient même dehors du bureau. Il m'a forcé à signer des billets à ordre, a dit Laura, étouffée par les sanglots. Si je refusais, il me battait. Une fois signé, il gardait tout l'argent. Je me suis accroché au bord du lit. Alors vous venez ici pour vous plaindre. C'était votre choix. Assumez-le. Laura a levé les yeux. Ses yeux étaient remplis de larmes. Si je devais l'assumer seul, ça n'aurait pas d'importance, mais qu'en est-il de mon enfant? Je suis restée silencieuse. Elle a placé sa main sur son ventre. Seulement alors j'ai remarqué à quel point son ventre avait grossi sous ses vêtements amples. Je suis enceinte de 5 mois, a dit Laura, sa voix tremblante. L'atmosphère dans la chambre semblait se figer. Carmen s'est affaissée sur sa chaise. Laura a avalé et a continué. Hier à l'échographie, le docteur a dit que c'est probablement une fille. Alvaro a entendu cela et a immédiatement cassé un verre sur le sol du salon. Il a pointé mon visage et a dit, si cet enfant est une fille, je la vendrai aussi. Cette maison n'a pas besoin d'être inutile, ma peau s'est hérissée. Cette phrase n'était pas seulement cruelle, elle sonnait aussi trop familière. Avant, la famille des Alvaro m'avait aussi vu comme une matrice destinée à porter un petit-fils. Maintenant, la femme qui avait volé ma place vivait le même enfer. La différence était que cet Alvaro était bien plus terrifiant. Laura, tremblante, a ouvert son sac, a sorti une petite clé USB et l'a placée sur la table. Je sais que vous ne me croirez pas, madame. Voici un enregistrement de la caméra de sécurité que j'ai secrètement copié du salon. Alvaro parle au collecteur de dettes. Il discute de ses plans après avoir obtenu l'argent de l'héritage de Léo, il vendra le garçon à un réseau à la frontière. Il a dit que s'en occuper un jour de plus est juste un gaspillage de nourriture. Carmen pleurait de manière incontrôlable. Pendant ce temps, le sang dans mes veines semblait se figer. J'ai fixé la petite clé USB sur la table, mais j'avais l'impression de regarder une bombe à retardement qui pouvait faire exploser les derniers vestiges d'humanité dans cette famille. « Êtes-vous sérieuse ?» ai-je demandé froidement. Laura a hoché la tête rapidement. Si je mens, je ne peux pas mourir en paix. J'ai fait une erreur. J'ai pris votre mari, madame. Je pensais qu'en vous battant, ma vie serait heureuse, mais je ne peux pas vous laisser continuer à blesser les enfants. Je ne peux pas, j'ai pris la clé USB. Mes mains étaient froides. Dans mon esprit, je visualisais le visage de Léo allongé sur le lit, sa respiration superficielle, et la tache de naissance sur son poignet. Alvaro ne voulait pas seulement prendre mon argent, il se préparait aussi à jeter mon fils comme un objet usagé. J'ai regardé Laura, puis Carmen, puis mon fils. Cette fois je savais que je ne pouvais pas juste pleurer, je ne pouvais pas juste m'enfuir.
Pour sauver Léo, je devais traîner ce démon à la lumière. J'ai branché la clé USB dans l'ancien ordinateur portable que j'avais emprunté à l'infirmerie. L'écran s'est allumé, affichant plusieurs dossiers vidéo. Laura était debout à côté de moi, se tordant les mains. Carmen était assise près du lit de Léo. Ses yeux ne quittaient pas leur petit-fils endormi. Personne ne parlait, mais dans cette petite chambre, je pouvais entendre la respiration lourde de tout le monde. J'ai ouvert la première vidéo. L'image était un peu floue, enregistrée depuis l'angle d'un porte-chaussures dans le salon, mais assez claire pour voir Alvaro assis sur le canapé face à plusieurs hommes étranges. Sur la table il y avait des canettes de bière, un cendrier plein de mégots de cigarettes, et une pile de papier. La voix d'Alvaro était claire, rendue pâteuse par l'ivresse, mais sa cruauté était pénétrante. Quand nous aurons l'argent, débarrassez-vous du garçon, jetez-le de l'autre côté de la frontière, quelqu'un s'occupera de lui. L'important est qu'il ne revienne pas, ma main tremblait tellement que j'ai presque laissé tomber l'ordinateur portable. Carmen a sangloté doucement et a rapidement couvert sa bouche. Laura a baissé la tête, des larmes tombant. J'ai rejoué la vidéo. Une signature avait suffi à la faire taire. En entendant cela, ma vision s'est assombrie. Il s'avère que dans ses yeux, ma vie, mon fils et ma souffrance ne signifiaient rien de plus qu'un jeu bon marché. J'ai fermé l'ordinateur portable et suis restée silencieuse longtemps. Laura a murmuré. Apportez cela à la police, madame. Je serai témoin. Je l'ai regardé puis la clé USB dans ma main. Ce n'est pas assez. Laura a été surprise. Que voulez-vous dire par ce n'est pas assez? C'est dit si clairement. J'ai secoué la tête. Ma voix était rauque, mais plus claire que jamais. Il dira que j'étais ivre et que je parlais juste de bêtises. Il dira que la vidéo est montée. Il vous accusera d'avoir inventé une histoire par jalousie et vengeance. Avec quelqu'un comme Alvaro, la moindre ouverture suffit pour qu'il glisse à travers le filet. Laura est restée silencieuse. Peut-être savait-elle que j'avais raison. Alvaro n'était pas stupide. Il était cruel, mais il savait aussi comment éviter les ennuis. J'ai posé la clé USB. Mes mots sont sortis froids. Je veux qu'il dise ces mots à nouveau quand il est complètement sobre. Je veux qu'il tombe dans le piège qu'il pense avoir tendu. Carmen a levé les yeux vers moi. Ses yeux montraient de la peur et de l'inquiétude. Alba, qu'allez-vous faire? J'ai regardé Léo, qui dormait. Sa petite main reposait sur sa poitrine, qui montait et descendait faiblement. Je vais faire croire à Alvaro que j'ai peur, que j'ai besoin d'argent, et que je lui remettrai Léo s'il me donne une part. Carmen a secoué la tête paniquée. Il n'est pas dangereux. Il est devenu fou. Il pourrait vous blesser. J'ai répondu doucement. J'ai une fois perdu mon fils parce que j'ai fait confiance à la mauvaise personne. Cette fois, aussi dangereux que ce soit, je dois obtenir justice pour lui. Laura a essuyé ses larmes et s'est levée lentement. Je rentre à la maison. Je l'ai regardée. Elle a continué d'une voix tremblante mais ferme. Je vais faire semblant de pleurer et demander son pardon. Je lui dirai que je suis parti par peur, mais que j'ai ensuite rencontré vous. Je lui dirai que vous traversez des difficultés financières, et que s'il vous donne de l'argent, vous êtes prête à signer le transfert de votre garde de Léo. Je l'ai fixé longtemps. La femme devant moi avait été la cause de la destruction de ma famille, mais maintenant elle était aussi acculée par le même démon. Je ne pardonnais pas, du moins pas encore, mais j'avais besoin d'elle. Pouvez-vous le faire, ai-je demandé. Laura a placé sa main sur son ventre. Ses yeux montraient un mélange de détermination et de peur. Pour mon fils, je dois pouvoir. Le lendemain matin, Laura est retournée à la maison d'Alvaro. Avant de partir, elle m'a donné le numéro de téléphone d'un ami à elle, un journaliste d'investigation nommé Alex. Elle a dit qu'Alex avait aidé plusieurs femmes victimes de violences domestiques à rassembler des preuves. Je vous enverrai l'emplacement plus tard. S'il arrive quelque chose, il saura à qui le signaler. J'ai hoché la tête et ai enregistré le numéro. J'ai aussi secrètement préparé un téléphone de secours, une batterie externe et un ancien compte de médias sociaux. Si Alvaro osait faire quoi que ce soit, je laisserais tout le monde voir sa vraie nature. Dans l'après-midi, mon téléphone a vibré. Un message d'Alvaro. Alba, oublions le passé. Après tout,
nous étions mari et femme. Je sais que tu traverses une période difficile, mais tu ne pourras pas non plus t'occuper de cet enfant. J'ai lu cela, et mon ressentiment nouvellement trouvé s'est enflammé. Aujourd'hui, j'étais déjà en train de faire semblant d'être bonne. J'ai pris une profonde inspiration, me forçant à répondre lentement. Si tu veux parler, parle clairement. Je n'ai plus la force d'argumenter. Si tu veux vraiment résoudre cela à l'amiable, dis-moi tes conditions, a-t-il répondu presque instantanément. Je te rencontrerai à l'ancienne maison de ma mère. C'est un endroit calme, personne ne le connaît. J'apporterai les papiers et l'argent. Apporte l'enfant. Je te laisserai partir en paix. J'ai regardé le message. Mon cœur était gelé. Il avait mordu à l'hameçon plus vite que je ne le pensais. Les gens avides croient toujours que tout le monde a un prix. Cette nuit-là je suis restée assise longtemps à côté du lit de Léo. Il dormait encore. Son petit visage était encore pâle, mais sa main serrait mon doigt comme s'il avait peur qu'il disparaisse. Je me suis penché et embrassé son front, murmurant « Pardonne à maman de devoir te laisser un moment, mais je promets que je partirai pour que tu n'aies plus peur. » Carmen était debout derrière moi. Sa voix s'est brisée. « Je viens avec toi. » J'ai secoué la tête. « Tu restes ici et tu t'occupes de Léo. La personne que Alvaro veut voir c'est moi. » Je n'ai pas dormi la nuit avant la rencontre. J'ai vérifié le téléphone à nouveau, l'enregistreur, le GPS, le numéro d'Alex, et tout le reste que je pouvais utiliser pour me protéger. Je savais qu'un seul faux pas pouvait me faire perdre non seulement les preuves, mais aussi ma vie. Mais je savais aussi que la femme fragile qui avait signé les papiers en pleurant il y a 3 ans était déjà morte. Demain je n'irai pas supplier Alvaro pour la justice. Je le ferai creuser sa propre tombe. La nuit suivante j'ai sorti Léo de l'hôpital comme prévu. Le docteur n'était pas d'accord, donc j'ai seulement demandé la permission de le sortir pendant quelques heures à condition que j'apporte toujours ses médicaments, son dossier médical, et que je revienne immédiatement s'il avait des difficultés à respirer. Honnêtement, quand je l'ai serré en sortant de l'hôpital, j'ai senti mon cœur se serrer. Je savais que je traînais cet enfant malade dans un jeu dangereux, mais si je ne le faisais pas, Alvaro ne montrerait jamais ses vraies couleurs. L'ancienne maison de Carmen était sombre. Je portais Léo dans mes bras et je me suis assise sur une chaise en bois au milieu du salon. Près de moi, un téléphone était caché, diffusant en direct de manière privée sur le compte d'Alex. Un autre téléphone était dans ma poche, enregistrant l'audio pendant un moment. Laura était debout près de la porte la tête baissée, faisant semblant d'être la personne qui m'avait convaincu. Pendant ce temps, Carmen se cachait derrière un vieux rideau dans la pièce intérieure. Ses mains tremblantes tenaient un rosaire. Vers 22 heures, le bruit d'une moto et de pas se sont fait entendre de l'extérieur. Alvaro est entré en premier, suivi de ses 2 acolytes. Il portait une chemise noire. Ses cheveux étaient peignés en arrière et le sourire sur son visage me donnait la nausée. En me voyant assise avec Léo dans mes bras, il s'est assis sur la chaise en face de moi. Alba, savoir trouver son chemin de retour est une bonne chose. Après tout, nous étions mari et femme. Je ne veux pas être abrupte. Je l'ai regardé, essayant de rester calme. Léo s'est blotti contre ma poitrine. Alvaro a jeté un coup d'œil à l'enfant du coin de l'œil puis s'est tourné vers Laura. Bon travail. Les femmes se comprennent mieux. Laura a baissé la tête. Je veux juste que tout finisse vite. Alvaro a ri cyniquement, sortant une pile de papier de sa mallette. Signe ça. Une déclaration de renonciation à la garde. Un accord de ne pas réclamer l'héritage et de ne pas remuer le passé. Après que nous signions, je te donnerai 200 000 euros. Considère cela comme un souvenir de nous. J'ai regardé la pile de papier et j'ai presque ri. Il y a 3 ans il m'avait arraché mon fils avec des papiers. 3 ans plus tard il pensait encore pouvoir me faire taire avec des papiers et de l'argent. J'ai parcouru les papiers lentement exprès, gagnant du temps. 200 000 euros pour 3 ans de ma souffrance. Alvaro s'est adossé, commençant à s'impatienter. Ne parle pas comme ça. Tu ne pourrais pas non plus t'en occuper. Si malade. Combien de jours l'argent de l'hôpital te durera-t-il? Donne-le-moi. Ta vie sera plus facile. J'ai demandé à voix basse. Si je te le donne, tu le guériras. Il m'a regardé comme si j'étais naïve.
S'il peut être guéri, il le sera. Sinon, ce sera selon sa chance. Accepte-le. Laura s'est mordu la lèvre. Ses épaules semblaient trembler. Sur l'écran du téléphone caché, le nombre de spectateurs de la diffusion en direct continuait à augmenter. Alex avait déjà partagé le lien avec les parties concernées. Avant qu'il puisse dire autre chose, Léo a soudain levé les yeux. Je ne sais pas si c'était parce qu'il avait entendu l'enregistrement que j'avais délibérément joué à faible volume ou parce que les enfants sont sensibles à la cruauté. Il a regardé Alvaro avec des yeux larmoyants et a demandé d'une voix faible. « Papa, vas-tu vraiment me vendre ?» La pièce est devenue silencieuse. Le sourire sur le visage d'Alvaro s'est figé. Il a regardé l'enfant puis moi. Ses yeux sont soudain devenus tranchants comme des couteaux. « Qui t'a appris à parler comme ça ?» Léo a eu peur et s'est caché dans mes bras. Sa main tremblante a pointé vers le téléphone caché sur la table. Juste à ce moment-là, l'enregistrement de la clé USB était très bas, mais clair. Quand nous aurons l'argent, débarrassez-vous du gamin. Jetez-le de l'autre côté de la frontière. Le visage d'Alvaro a changé immédiatement, il s'est levé et s'est jeté sur le téléphone. J'ai serré mon fils et reculé pendant que Laura s'interposait soudain sur son chemin. Alvaro, ça suffit. Ne blesse plus personne. Alvaro l'a fusillé du regard furieusement. Il ne pouvait pas croire que la femme qui avait auparavant si peur de lui osait le confronter. Tu m'as trahi. Laura pleurait, mais elle ne reculait pas. Je ne t'ai pas trahi. Je veux juste que mon fils ne soit pas traité comme une marchandise non plus. Le son d'une gifle forte s'est fait entendre. Laura est tombée par terre. Une main serrait son ventre, son visage pâle de douleur. J'ai crié pendant que Alvaro avait déjà sorti un petit couteau de sa poche. L'éclat de l'acier sous la lumière jaune a fait que Carmen, qui se cachait à l'intérieur, a éclaté en larmes. Celui qui me trahit meurt, a-t-il crié, les yeux rouges. Si je n'ai pas l'argent, personne ne vivra en paix. Ces deux acolytes ont avancé, mais avant qu'ils puissent me toucher, la porte en bois a été enfoncée. Police. Lâchez le couteau. La police a fait irruption de la cour. En même temps, Alex et d'autres sont apparus. L'un a aidé Laura, les autres ont maîtrisé les deux acolytes d'Alvaro. Le bras d'Alvaro a été tordu vers l'arrière. Son couteau est tombé par terre avec un bruit métallique. Je pensais que tout était fini. Mais pendant qu'il lui mettait les menottes, Alvaro a soudain éclaté d'un rire rauque et mental qui a fait frissonner toute la pièce. Il s'est tourné vers moi puis a pointé vers la pièce intérieure, d'où Carmen est sortie tremblante. « Vous pensez que je suis le pire ?» Demandez à cette vieille femme. Qui a été la première à suggérer que nous cachions le fils d'Alba? Je me suis figé. Toute la pièce semblait se vider. Je me suis tourné vers Carmen. Elle était debout là. Ses lèvres tremblaient, des larmes coulaient sur son visage. Alvaro a ri cyniquement. J'hésitais encore. C'était elle qui a dit, gardons le petit-fils. Cette aube est pauvre. Elle ne mérite pas d'élever le sang de notre famille. C'était elle qui m'a dit de dire que l'enfant était mort pour que ça fasse mal une fois et puis ce soit fini. J'ai regardé Carmen comme si je venais d'être giflé. Elle a marché en titubant et s'est agenouillée devant moi. Ses deux mains ont serré mes jambes. Elle a éclaté en sanglots. J'ai fait une erreur. Le karma m'a puni. Alba. À ce moment-là j'étais égoïste. J'avais peur de perdre mon petit-fils. Je pensais que la famille du père avait le droit. Je n'avais jamais imaginé que ça finirait comme ça. Je suis resté comme une statue avec une main serrant Léo. Je pensais que Carmen avait seulement été entraînée dans la méchanceté d'Alvaro. Il s'avère que le premier couteau qui a poignardé ma vie venait de la femme qui était maintenant agenouillée à mes pieds. Dehors. Les sirènes de police. Ils ont emmené Alvaro. Ils nous regardaient encore avec haine. Soudain, Léo a enroulé ses bras autour de mon cou. Son corps tremblait encore, mais cette fois sa voix était plus claire que jamais. Maman, ces deux mots ont fait couler mes larmes. Au milieu de la vieille maison en ruine, au milieu du son des sirènes, des cris et des confessions tardives, j'ai serré mon fils étroitement. Je ne savais pas si je pouvais pardonner à quiconque, mais je savais qu'à partir de ce moment personne d'autre ne pourrait m'enlever mon fils.
J'ai ramené Léo à l'hôpital presque à l'aube. Quelques heures plus tard, la diffusion en direct sauvegardée par Alex est devenue virale sur les médias sociaux. Les gens appelaient Alvaro quelque chose de pire qu'un animal, inné une tante sans cœur, et tous ceux impliqués dans ce plan Bill. Mais au milieu de la tempête je ne ressentais aucune satisfaction, seulement de la fatigue. Léo a été admis à nouveau et est tombé dans un profond sommeil. Sa petite main serrait encore mon doigt. Je me suis assise à côté de lui. Mon esprit était vide. Alvaro était en état d'arrestation. Laura protégée. Carmen était assise dans le couloir comme si elle avait perdu son âme. Je pensais qu'après cette nuit je pourrais respirer un soupir de soulagement, mais le destin ne le permettrait toujours pas. Le lendemain matin, le docteur m'a appelé dans son bureau. Il a mis une pile de rapports devant moi. L'état cardiaque de votre fils est plus grave que nous le pensions. Il doit subir une chirurgie le mois prochain. J'ai eu une boule dans la gorge, mais j'ai essayé de rester calme. Quoi qu'il en coûte, je l'obtiendrai. Le docteur m'a regardé avec compassion. Ce n'est pas le seul problème, il a ouvert un autre résultat. Nous avons trouvé des traces de sédatifs dans son sang. La dose est faible, mais il semble qu'elle ait été administrée sur une longue période. Cela pourrait endommager son cerveau et son système nerveux. Tout mon corps est devenu froid. Les rapports dans ma main sont tombés éparpillés. Mon esprit a immédiatement volé vers Léo dans cette vieille maison, toujours l'air fatigué et lent. Je pensais que c'était à cause de sa maladie. Je n'avais jamais imaginé que quelqu'un pouvait être si cruel au point de le faire vivre comme une ombre. Pourrait-ce être une erreur, docteur, ai-je demandé, ma voix tremblante. Le docteur a secoué la tête. Les résultats sont assez clairs. Vous devriez coopérer avec les autorités. Je suis sorti de la pièce, les jambes tremblantes. Mon téléphone a vibré. La police me demandait de venir pour une déclaration supplémentaire. Ils avaient trouvé de nouvelles preuves liées au bien de Léo. Au poste, un officier a expliqué. Nous soupçonnons que Alvaro a falsifié des documents pour vendre la maison qui aurait dû appartenir à Léo. Une partie du fonds en fiducie a également été retirée par des transactions complexes, mais il n'a pas eu à attendre jusqu'à ses 5 ans. C'est exact. Mais ils ont forgé un rapport médical, la signature du tuteur, et utilisé un intermédiaire pour le liquider. Il semble qu'il prévoyait de fuir. J'ai fermé les yeux. Ce coup était plus cruel que je ne l'avais imaginé. J'avais besoin d'argent pour sauver mon fils, mais son propre père avait épuisé ses fonds. À ce moment-là, la porte à côté s'est ouverte. Alvaro a été amené. Quand il m'a vu, il n'avait pas peur, au contraire, il a souri avec dédain. Alba m'a appelé d'un ton moqueur. J'ai entendu que le garçon a besoin d'une chirurgie urgente. Je me suis levé, mais les officiers m'ont arrêté. Alvaro s'est approché et a murmuré, « L'argent est parti. Ton fils va bientôt mourir aussi. Que as-tu gagné ?» Cette phrase m'a poignardé le cœur. J'ai bondi sur lui en colère. Les officiers ont dû nous séparer. Pendant qu'ils l'emmenaient, Ricari a dit, « Fils, penses-tu que trouver ton fils est la fin? Ton enfer vient juste de commencer. » Je me suis figé dans le couloir. Si personne ne m'avait soutenu, je me serais probablement effondré. Tout ce que je venais de récupérer semblait tomber en morceaux. Je suis sorti du poste de police en me sentant vide. Soudain, mon téléphone a sonné. Un numéro inconnu. J'allais le rejeter, mais je ne sais pas pourquoi je l'ai pris. La voix d'un homme plus âgé s'est fait entendre. Je parle à Madame Alba, la mère de Léo. Qui êtes-vous? Je suis Monsieur Ramos, l'avocat personnel du défunt Monsieur Ferré. Mon cœur a battu fort. Monsieur Ferré, mon ancien beau-père, la seule personne dans cette famille qui avait jamais été gentille avec moi. L'homme a continué. Il y a un document qui aurait dû vous parvenir il y a 3 ans. Si vous voulez sauver votre fils, vous devez me rencontrer immédiatement. Je suis resté immobile. Là maintenant le téléphone semblait froide. Monsieur Ramos a ensuite mentionné le nom complet de Léo tel qu'il apparaissait sur le certificat de naissance original, Léo Ferré, un nom que seuls nous 3 connaissions. Je suis allé le rencontrer immédiatement dans un vieux cabinet d'avocats. Monsieur Ramos, un homme d'environ 60 ans, m'a salué. Êtes-vous exactement comme Monsieur Ferré vous a décrite?
Il a dit, une femme forte qui endure la douleur, mais une fois qu'elle se relève, elle n'est pas facile à abattre. J'ai eu une boule dans la gorge. Il a placé une petite boîte en métal devant moi, encore scellée avec la signature de Monsieur Ferré. Excusez-moi, ce document a été stocké trop longtemps. Après la mort de Monsieur Ferré, j'ai essayé de vous trouver. Mais la famille des Alvaro a dit que vous étiez parti à l'étranger et ne vouliez plus avoir de contact avec le garçon. Un autre mensonge. Monsieur Ramos a ouvert la boîte. À l'intérieur il y avait une clé USB et un testament. Il a joué la vidéo de la clé USB. Sur l'écran est apparu Monsieur Ferré allongé sur un lit d'hôpital, mince, mais avec les yeux encore vifs. Ramos a dit faiblement, si vous regardez cela, cela signifie que je n'ai plus beaucoup de temps. J'ai déjà entendu les plans des Alvaro et dîner. Je n'avais jamais imaginé que dans leurs yeux un enfant n'était que la clé d'un coffre-fort. Il a toussé puis a continué. J'ai fait une erreur en les élevant. J'ai changé mon testament. Tous les biens pour mon petit-fils Léo ne seront pas donnés à Alvaro ou à quiconque dans sa famille. La personne qui s'occupe de lui et le protège jusqu'à ses 18 ans sera le tuteur légal de ses biens. Il a regardé directement la caméra. Si Alba est encore en vie et trouve son fils, donnez-lui ce document. Elle est la mère de cet enfant. La dette de notre famille envers elle ne pourra jamais être remboursée. J'ai pleuré de manière incontrôlable. Il s'avère qu'il y avait quelqu'un qui connaissait la vérité et avait essayé de nous laisser une issue. Monsieur Ramos a arrêté la vidéo. La dernière clause est très importante, a-t-il dit. S'il est prouvé que quelqu'un a abusé, maltraité ou utilisé l'enfant pour son propre bénéfice, cette personne perdra tous ses droits. Avec les preuves que vous avez, Alvaro n'a aucune échappatoire. Juste au moment où je ressentais un peu de soulagement, Monsieur Ramos a sorti une autre enveloppe. Il y a encore une chose que vous devez savoir. Il a produit un résultat d'un ancien test ADN. L'inscription en haut m'a pris quelques secondes pour comprendre. Alvaro n'avait aucun lien de sang avec Monsieur Ferré. Monsieur Ferré l'a découvert très tard, a expliqué Monsieur Ramos. Mais Iné a été la première à le savoir. Elle a trouvé ce résultat et a continué à presser Alvaro de prendre l'héritage. Elle craignait que si la vérité sortait, son frère ne gagne rien. Je suis resté assise là, figée. Toutes les pièces du puzzle formaient maintenant un cercle vicieux, terrifiant de cupidité, de secrets, de trahison et de mensonges superposés qui ont finalement détruit un enfant innocent et ma vie. Monsieur Ramos m'a regardé fermement. Madame Alba, si vous êtes d'accord, à partir d'aujourd'hui je serai votre représentant légal et celui de votre fils. La première chose que nous ferons est de geler toutes les transactions suspectes, de rendre légalement la garde, et de demander une ordonnance d'urgence du tribunal pour protéger les biens de Léo. Et le plus important, nous utiliserons ce testament pour le sauver. J'ai regardé le nom Léo Ferré puis imaginé mon fils allongé faiblement à l'hôpital. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti que j'avais un véritable appui. Non pas pour me venger, mais pour récupérer ce qui revenait de droit à mon fils. J'ai levé les yeux vers Monsieur Ramos, essuyant mes larmes. Ma voix était rauque, mais ferme. J'accepte. S'il vous plaît, aidez-moi à sauver mon fils. 3 jours après la rencontre, le processus légal de Marami a commencé. Le tribunal a accepté notre demande d'urgence. La banque a gelé toutes les transactions liées au fonds en fiducie de Léo. La nouvelle s'est répandue rapidement. D'une manière ou d'une autre, Iné l'a découvert. Cette nuit-là mon téléphone n'a pas arrêté de sonner. D'abord sont venus des messages insultants, puis des appels auxquels je n'ai pas répondu. Puis un message vocal. La voix d'Iné était stridente, pleine de haine. Laisse cet enfant partir. C'est le sang de ma famille. Tu n'as pas le droit de garder tout l'héritage de notre famille. J'ai sauvegardé tous ces messages comme preuve, comme Monsieur Ramos me l'avait conseillé. L'hôpital est devenu notre seul endroit sûr. La date de la chirurgie de Léo avait déjà été fixée. Il était encore faible, mais parfois plus conscient. Maman, l'opération fait-elle mal, m'a-t-il demandé un jour. J'ai souri. Léo dormira un petit moment. Quand il se réveillera, maman sera à ses côtés. Il a hoché la tête docilement. Son obéissance me faisait encore plus mal au cœur. Je pensais que tout était sous contrôle. Alvaro arrêté, Laura protégée, Carmen s'occupant fidèlement de son petit-fils,
mais j'ai sous-estimé la folie d'Iné. Ce matin-là j'allais. Carmen recevait un appel de Monsieur Ramos dehors. Pendant ce temps, je suis descendu à la cafétéria pour acheter de la purée de pommes de terre. Léo, attends un moment. Maman, reviens vite, ai-je dit. Il a souri faiblement et m'a fait signe avec la main qui avait la perfusion. Je n'avais jamais imaginé que ce serait la dernière image de paix avant que le cauchemar commence. Je n'étais pas à la cafétéria même pas 10 minutes. Quand je suis revenu, la porte de la chambre était ouverte. Le bol de purée dans ma main est tombé et s'est brisé. Le lit d'hôpital était vide, la ligne de perfusion arrachée de force, la couverture en désordre, la voiture rouge jouet de Léo était encore sur l'oreiller, mais mon fils avait disparu. Je suis resté figé un moment, puis ai couru dans le couloir en criant « Léo, où est-il ? Où est mon fils ?» Carmen s'est retournée, a regardé à l'intérieur de la chambre et s'est évanouie. Des infirmières et d'autres membres de la famille se sont approchés. J'étais frénétique, saisissant l'uniforme de chaque infirmière, demandant si quelqu'un avait vu mon fils. Le personnel de sécurité a immédiatement examiné les caméras. Je suis resté dans la salle de surveillance. Mes mains serraient la table. L'écran affichait l'enregistrement. Une femme en uniforme d'infirmière et masque poussait un brancard vers la chambre de Léo. Elle a fait quelque chose rapidement, puis a pris mon fils, l'a mis sur le brancard et l'a couvert d'une couverture. En passant la caméra à l'extrémité du couloir, elle a levé les yeux un moment. C'était Iné. Il a une maladie cardiaque. Mon fils pourrait mourir. J'ai crié dans la salle de sécurité. Tout le monde a paniqué. Ils ont appelé la police, mais Iné avait tout planifié méticuleusement. Elle avait utilisé une fausse identité, un faux uniforme, et était sortie par la route d'élimination des déchets. Une petite fourgonnette l'attendait. Au milieu du chaos, mon téléphone a sonné. Un appel vidéo d'un numéro inconnu. Je savais qui c'était. Dès que j'ai répondu, le visage d'Iné est apparu. Ses cheveux étaient en désordre, ses yeux rouges, derrière elle un entrepôt sombre. La caméra s'est ensuite concentrée sur Léo, attaché à une chaise en plastique. Sa bouche était couverte de rubans adhésifs, ses yeux remplis de peur. « Iné, qu'est-ce que tu fais ? Lâche-le, ai-je crié. Elle a ri froidement. Qui s'est occupé de ton fils ces 3 dernières années, notre famille. Maintenant tu viens prendre tout l'argent. Quelle face ? Qu'est-ce que tu veux ? Apporte tous les papiers d'héritage ici. Viens seul. Si je vois la police, je jetterai cet enfant dans la rivière. C'est ton neveu. Et alors ? Si je ne peux pas avoir l'argent, personne d'autre ne le devrait. Avant que je puisse répondre, Léo a commencé à convulser. Ses yeux se sont révulsés. Sa respiration est devenue superficielle. Son visage a commencé à devenir bleu. Il a une crise. Enlève le ruban. Laisse-le respirer, ai-je crié, terrifié. Iné a semblé surprise aussi, mais ensuite elle a hurlé, apporte les papiers ici, vite. L'appel a été coupé. Je suis resté dans le couloir de l'hôpital, les mains tremblantes. La police m'a dit de me calmer, mais l'image du visage bleu de Léo continuait à me hanter. Mon fils n'a pas le temps, ai-je crié. Je n'attends personne. J'ai saisi le sac avec les faux documents que M. Ramos avait préparés et ai couru vers le parking. La pluie tombait de plus en plus fort. J'ai ignoré les appels derrière moi. Tout ce que je savais était que mon fils était entre les mains d'une folle et que chaque minute pouvait être la dernière. J'ai appuyé sur l'accélérateur, conduisant sous la pluie vers l'entrepôt près de la rivière, l'emplacement qu'Iné venait de m'envoyer. Cette fois je n'avais pas peur de mourir, juste peur d'être en retard à nouveau. J'ai conduit sous une pluie torrentielle, mes mains serrant le volant. La route vers l'entrepôt près de la rivière était boueuse et glissante. Au loin j'ai vu la lumière faible d'une lampe à travers une fissure dans la porte rouillée de l'entrepôt. J'ai arrêté la voiture à une courte distance, et fourré les papiers sous mes vêtements et suis sorti. Le vent froid a frappé mon visage, mais je ne le sentais pas. Une seule pensée occupait mon esprit. Léo devait vivre. J'ai poussé la porte de l'entrepôt légèrement entr'ouverte. À l'intérieur, il faisait sombre et ça sentait l'humidité. Au centre de l'entrepôt, sous une lampe suspendue, Iné se tenait à côté de la chaise où Léo était attaché.
Dans sa main il y avait un couteau à fruits. Son visage était pâle, ses yeux rouges. Léo m'a vu et a pleuré. Maman. Il allait courir, mais Iné a immédiatement pointé le couteau vers Léo. Arrête-toi là, a-t-elle crié. Un pas de plus et je ne peux pas garantir que cet enfant continuera à respirer. Je me suis arrêté, levant les deux mains. Iné, je suis ici. J'ai apporté les papiers. Détache Léo d'abord. Il a une maladie cardiaque, il ne tiendra pas. Iné a laissé échapper un rire hystérique. Une maladie cardiaque? Qu'est-ce que ça me fait? Même s'il vit, à quoi bon, à part prendre tout l'argent pour lui? J'ai vu la haine dans ses yeux. Ce n'était plus seulement de la cupidité, mais une envie purulente. Elle a pointé Léo. Ma mère l'adorait du jour où il est né. Mon père lui a laissé l'héritage. Mon frère l'a gardé pour l'argent. Et moi, qu'est-ce que je suis? Je suis la fille. Je suis une poubelle. Lentement, j'ai placé les papiers sur une boîte en bois. Personne ne t'a dit de blesser un enfant pour prouver ta valeur. Qu'est-ce que tu sais? A-t-elle crié. Toute ma vie j'ai entendu que les filles finissent par partir avec leur mari, que l'héritage familial est pour les fils. Ma mère l'aimait plus que moi. Mon père est mort et a tout laissé à lui. Il venait juste de naître et avait déjà tout. Pendant que j'ai dû me battre pour chaque euro, sa voix s'est brisée, remplie de ressentiment et de désespoir. Mais le couteau dans sa main ne bougeait pas. J'ai essayé de gagner du temps. Je savais que la police était en route. Soudain, des pas se sont fait entendre dehors. Le visage d'Iné a changé. Tu as amené la police? Non, je suis venu seul, mais j'avais déjà perdu le contrôle. Elle a saisi Léo par les cheveux, pressant le couteau contre son cou. Léo a crié, « Maman, aide-moi ». Ce cri m'a arraché le cœur. Je me suis agenouillé. Iné, s'il te plaît, ne fais pas de mal à mon fils. Juste à ce moment-là, la porte arrière de l'entrepôt s'est ouverte. Carmen est entrée en titubant, trempée. Je ne sais pas comment elle a pu me suivre. Elle a regardé Iné, puis Léo. Son visage était pâle. Iné. Lâche le couteau, ma fille. Iné a été stupéfaite un moment puis a ri pour elle-même. Tu viens aussi. Brillant. Tout le monde est rassemblé. Carmen s'est agenouillée devant sa fille. C'était ma faute. C'est toute ma faute, ma fille. J'adorais trop le petit-fils. J'étais stupide. Je t'ai blessé et Alba. Si tu me hais, hais-moi. Poignarde-moi, mais laisse cet enfant partir. Ce n'est pas sa faute, ma fille. Iné pleurait, mais ses pleurs sonnaient terrifiants. Si tu n'avais pas eu de favoritisme, ça ne serait pas comme ça. Dans tes yeux, j'ai toujours perdu contre cet enfant. Carmen a rampé vers elle. Je t'en supplie, ma fille. J'ai déjà perdu mon fils. Ne me laisse pas perdre ma fille aussi. Lâche le couteau. Il est encore temps. Iné a secoué la tête. La main tenant le couteau tremblait violemment. C'est trop tard. Personne ne gardera rien. Personne ne vivra en paix. Soudain elle a jeté le couteau vers Léo. Tout s'est passé très vite. J'ai sauté, mais Carmen était plus rapide. Elle s'est jetée en avant, protégeant Léo avec son corps. Le couteau a percé son abdomen. L'entrepôt est devenu silencieux. Iné a laissé tomber le couteau. Ses yeux vitreux ont fixé le sang qui tachait les vêtements de sa mère. Léo a crié. Grand-mère, j'ai couru et ai tenu Carmen, qui s'effondrait. Du sang coulait entre mes doigts. Il s'est accroché à mon poignet. Sa respiration était saccadée. Sauve Léo. Ne laisse pas leur destin être comme le mien. J'ai pleuré en pressant sa blessure. Madame, ne dites plus rien. Il va aller bien. Mais ses yeux continuaient à regarder Léo. La porte de l'entrepôt a été enfoncée. La police a fait irruption. Ils ont arrêté Iné, qui était encore assise par terre, murmurant « Ce n'était pas exprès. Ce n'était pas exprès. » Je n'entendais plus rien. Parce qu'à ce moment-là Léo est soudain devenu immobile. Je me suis retourné.
Il était encore assis sur la chaise. Son visage devenait bleu. Ses yeux étaient vitreux. Sa poitrine bougeait à peine. Léo. Un policier a couru pour le détacher. Je l'ai serré. Sentant son corps flasque. Les sirènes des ambulances hurlaient au loin. Je l'ai pris dans mes bras et ai couru dehors, à travers la pluie en pleurant. Respire, mon chéri. C'est maman. Respire. Cette nuit-là, au milieu du son des sirènes et des lumières bleues et rouges clignotantes, tout ce que je pouvais faire était de serrer mon fils étroitement, suppliant Dieu de ne pas me le prendre à nouveau. L'ambulance est arrivée à l'hôpital avec ses sirènes hurlantes. J'ai couru après le brancard en appelant Léo encore et encore. Un docteur s'est tourné vers moi. Famille, préparez-vous. Cet enfant a besoin d'une chirurgie ce soir. Ils m'ont donné un formulaire de consentement. Mes mains tremblaient violemment en le signant. Je ne demandais rien d'autre. Je suppliais juste que mon fils soit sauvé. Dans le couloir, Carmen a aussi été emmenée aux urgences. Avant que la porte se referme, il a encore eu le temps de saisir ma main. Sauve Léo. Ne t'inquiète pas pour moi. Je suis resté entre deux sorties d'urgence. D'un côté, mon fils, de l'autre, la femme qui avait autrefois détruit ma vie, mais qui venait de se sacrifier pour son petit-fils. À l'aube, ils ont amené Alvaro à l'hôpital pour un contrôle. En passant par la salle d'opération, elle a vu la lumière rouge encore allumée. Pour la première fois, j'ai vu de la panique dans ses yeux. « Comment va l'enfant » a-t-il demandé, bégayant. J'ai regardé l'homme qui avait autrefois été mon mari, le visage en qui j'avais autrefois confiance. Mais maintenant à mes yeux il n'était rien de plus qu'un lâche. « Tu ne mérites pas d'être père » ai-je dit doucement. Alvaro a baissé la tête, ses épaules ont tremblé, puis il a pleuré. Mais ses larmes venaient trop tard. 3 ans trop tard. Plus tard, Monsieur Ramos m'a informé que Alvaro et Iné étaient accusés de multiples crimes. Laura et son bébé étaient en sécurité et sont devenus des témoins clés. Chaque personne dans cette histoire a finalement dû faire face aux conséquences de ses actions. L'opération de Léo a duré des heures. J'ai attendu dans le couloir. Mes mains étaient serrées étroitement. Quand le docteur est finalement sorti, je pouvais à peine me tenir debout. Elle a enlevé son masque. Son visage était fatigué, mais ses yeux se sont adoucis. « Félicitations, madame. Votre fils a passé la phase critique. » Je suis tombé à genoux au milieu du couloir. Toute ma force semblait épuisée. J'ai pleuré de manière incontrôlable, pleurant pour les 3 années perdues et reconnaissante de pouvoir enfin entendre une bonne nouvelle. Quelques jours plus tard, Monsieur Ramos a résolu tous les problèmes légaux. Les biens de Léo ont été sécurisés dans un fonds en fiducie spécial pour son traitement et son éducation. Je n'ai pas pris un seul centime pour moi. J'ai utilisé une partie de la compensation pour fonder une petite fondation pour les enfants victimes de violences. Après s'être rétablie, Carmen a loué une petite chambre près de chez moi. Chaque matin elle venait m'apporter de la purée de pommes de terre ou des fruits et s'asseyait ensuite tranquillement sur le porche, regardant Léo réapprendre à marcher après l'opération. Elle ne m'a jamais demandé de la pardonner. Je ne lui ai rien promis non plus. Nous avons simplement laissé le temps guérir les blessures à sa manière. Un après-midi le soleil brillait doucement. Léo était plus en santé. Ses joues commençaient à rougir. Sa petite main serrait la mienne étroitement pendant que nous marchions lentement dans le parc. Il a pointé un papillon et a ri. Le rire que j'avais désiré dans mes cauchemars pendant 3 ans. Je l'ai regardé, mon cœur débordant de gratitude. La route devant était encore longue. Il y aurait des cicatrices qui pourraient ne jamais disparaître complètement. Mais tant que je pouvais tenir cette petite main, tant que je pouvais entendre son rire, je savais que je pouvais affronter n'importe quoi. Je n'étais plus seul. J'avais Léo et Léo m'avait.